Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à ce quatrième séminaire de l'unité de recherche sur l'histoire du nursing. Nous avons le grand bonheur aujourd'hui d'accueillir un tandem mère-fille. Alors Charlotte Lecomte et Louise-Marie Ménard, deux artistes qui ont accepté notre invitation pour venir nous parler de leur film en construction à propos d'Adonia. Alors, Charlotte Lecomte, originaire de la banlieue de Montréal, elle vit maintenant à Québec. C'est par le biais de l'écriture et d'une caméra qu'elle réussit à partager son imaginaire créatif et marginal depuis son tout jeune âge. Après avoir accumulé les années de formation en scénarisation à l'UQAM et en études cinématographiques à l'Université Laval, sa passion du cinéma se confirme lorsqu'elle développe ses premiers courts-métrages pendant qu'elle est aux études. Elle travaille ensuite comme coordonnatrice de projets cinéma pour l'organisme Fusion Jeunesse, puis comme chargée de projet pour la boîte de production Frangin. En 2021, elle réalise son premier court-métrage de fiction, Dans de lait, dans le cadre du laboratoire de création Kino Mada. Elle se fait ensuite approcher par l'organisme pour réaliser son second court-métrage, Souffle 2023, une co-réalisation avec la France. Le court-métrage expérimental Stigmate, pour lequel elle a reçu une bourse Spira, première matière pour développer le projet, est son troisième film de sa jeune carrière. Je vais faire ça comme ça. Et, c'est beau, hein? Et Louise-Marie, issue d'ancêtres, imprimeur, relieur, archiviste et artiste, c'est d'eux que Louise-Marie Ménard tient son amour des arts et du papier. Calligraphie, estampes, reliures, cyanotypes sont les médiums qu'elle privilégie pour témoigner des deuils et de l'absence qui ont jalonné son existence. Après des études en arts plastiques et un baccalauréat combinant histoire de l'art, études allemandes et archivistique, elle travaille pour Bibliothèque Archives nationales du Québec comme technicienne aux archives audiovisuelles. Elle y contribue en quelque sorte à la transmission des petites histoires qui témoignent de la plus grande. Mesdames, à vous la parole. Bonjour, merci tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir invités à ce séminaire. C'est vraiment chouette. Ça va être comme la première fois, là, je dirais qu'on parle vraiment devant des gens de ce projet-là. Euh, Vous allez voir en fait que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, il n'y a rien qui est définitif, là, outre la recherche qu'on a déjà entamée. Dans le fond, on est vraiment encore à l'étape exploratoire, là, fait que ça se peut que ça semble un petit peu nébuleux, puis que les trucs soient un petit peu flous, mais c'est normal. Euh, donc, dans le fond, en gros, je peux commencer par vous partager là, d'où est venue l'idée de ce projet-là. C'est la première fois qu'on a parlé de ce projet-là, c'est à l'été 2021. Dans le fond, mes parents, ma mère et mon père étaient venus à Québec chez moi pour la fête à ma mère. Petite soirée bien relax sur le balcon, on profite du beau temps, puis on commence à avoir des belles discussions qui englobent, genre, grosso modo, l'idée de la famille, en fait. Puis ça a découlé tranquillement vers c'est quoi le rôle d'un grand-parent dans une famille. Puis on en est venu à parler, dans le fond, de mon grand-papa Alexandre, qui est le père de ma mère, qui est décédé en 2018. Ça a mené vers sa mère, en fait, Adonia, que je connaissais que très, très brièvement par quelques petits trucs que ma mère m'avait dit, sans plus. Dans le fond, mon grand-père, il parlait pratiquement jamais de sa mère. C'était quelque chose qui était hyper tabou, en fait. Puis, après le décès de mon grand-père, ma mère a fait des démarches. Elle m'en a parlé cette journée-là, en fait, là. Elle a fait des démarches. Elle a contacté, dans le fond, l'archiviste de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal pour essayer d'avoir plus d'informations sur Adonia, dans le fond, soit avoir son dossier médical ou des lettres qui ont pu être échangées à l'époque, mais sans succès. Puis moi, de mon côté, mais pendant qu'elle me parlait de ça, j'ai été vraiment intriguée par le mystère qui entourait cette femme-là. Puis on dirait que le fait que
pas avoir accès aux archives, ça a juste fait grandir en moi le besoin puis le désir d'information. Puis, tout bonnement, je lui ai lancé l'idée, tu sais, pourquoi on ne fait pas un projet, tu sais, mère-fille sur la quête de cette femme-là? Puis, ma mère a été super emballée, puis c'est parti comme ça. Moi, dans le fond, là, depuis cet été-là, j'ai été quand même occupée avec différents projets. Puis là, je dirais, l'été passé ou l'hiver passé, là, j'ai comme eu un espèce de regain de besoin de travailler sur ce projet-là. Puis on a vraiment comme commencé à se lancer davantage dans ce projet-là. Ben, bonjour à toutes et tous, peut-être. Je ne vois que des femmes. Bonjour à tout le monde. Je vais reprendre un petit peu les démarches que j'avais entreprises juste pour expliquer un peu le contexte. C'est avant qu'on parle de film, j'avais approché l'archiviste à l'Institut universitaire. Puis je lui proposais, en fait, je lui demandais si c'était possible d'accéder au dossier médical de ma grand-mère parce que je voulais faire un projet artistique personnel. J'avais déjà fait un livre d'artiste sur d'autres gens de la famille et puis je voulais explorer le, le personnage mystérieux de ma grand-mère. Donc, j'ai proposé ça, j'ai soumis ça à l'archiviste, puis elle me disait, ben c'est super intéressant, mais est-ce que vous saviez qu'il y a une loi maintenant, l'article 19 sur la loi des services de santé et services sociaux, qui maintenant interdit l'accès aux descendants de contacter, c'est-à-dire de consulter les archives d'un patient. Il faut absolument qu'il y ait des raisons essentielles, que ce soit pour une question d'héritage ou pour une question de propre santé mentale, que le demandeur a une problématique qu'il souhaite éclaircir. Donc, ça, même malgré sa bonne volonté, je voyais bien qu'il n'y avait pas d'option là, de ce côté-là. Alors, malheureusement, j'ai raccroché, puis j'en revenais pas. Je me disais, c'est fou, mon père est décédé. Jamais je lui ai posé de questions sur sa mère parce qu'il y avait un tabou. Je sentais que il était coincé dans ce trauma-là. Et puis maintenant qu'il est décédé, c'est là que j'aurais besoin de le questionner. Donc, je me suis rabattue sur les archives personnelles que j'avais, qui sont très limitées. J'ai 4 photos d'Adonia ou des photocopies de photos qui proviennent du dossier de ma tante Monique, la plus âgée de la famille, l'aînée, et qui, elle, a toujours été célibataire. Puis elle avait monté un peu la généalogie de la famille. Puis avec certains écrits qu'elle avait faits, j'ai pu retracer un tout petit peu l'histoire de ma grand-mère. Puis, dans le fond, moi, une fois qu'on a fait le tour assez rapide de nos archives personnelles, ben, j'ai décidé de rebondir sur l'idée de contacter l'archiviste de l'Institut universitaire de santé mentale, cette fois-ci en lui présentant l'idée d'un projet de film. Je lui ai expliqué grosso modo vers où on voulait se diriger avec ce projet-là. Elle a été super touchée. Là, je pense qu'en tout et partout, on doit avoir échangé là, sur 2 semaines, autant appels téléphoniques que des courriels pour qu'elle puisse essayer de trouver la bonne personne à me référer. C'était très, très complexe. Et puis finalement, elle a fini par me mettre en contact avec un avocat pour pouvoir parler de ce fameux article 19. L'avocat qui, lui aussi, trouvait l'idée super intéressante, le projet super touchant, m'a mentionné en fait que ma demande tombait en quelque sorte dans une faille du système, que comme c'est pas une demande comme ma mère l'expliquait pour une question de santé mentale ou une question de documentation pour des recherches ou quoi que ce soit, c'était comme trop flou.
Donc, ce que j'en ai compris, c'était que en tant que petite fille pour ma mère et en tant que arrière-petite fille pour moi, c'était comme impossible d'avoir des informations. Mais, tu sais, moi, je m'arrête pas juste à ça. Donc, dans le fond, là, suite à ça, ma mère et moi, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a commencé à faire des recherches. Bon, on s'est dit, bon, ben, on va peut-être essayer de chercher quelque chose qui va être un petit peu plus large pour comme comprendre, en fait, la réalité des femmes qui ont pu être internées dans les années 40, la même période que mon arrière-grand-mère. Puis, en faisant nos recherches, on est tombé sur plusieurs écrits, puis il y avait le nom de Marie-Claude qui revenait. Donc, on s'est comme échangé là-dessus, puis on s'est dit, hey, peut-être que ça pourrait être une alliée intéressante pour notre projet. Donc, je l'ai contactée, puis elle a été super intéressée par le projet. Puis, tu sais, tout de suite, il n'y a même pas eu de questions. Elle a eu envie d'être notre alliée dans ce projet-là, puis nous aider, en fait, autant pour la recherche que pour la compréhension de la réalité des femmes à l'époque asilaire, l'époque dans laquelle mon arrière-grand-mère a vécu. Fait qu'on a été comme super contente de pouvoir avoir cet allié-là avec nous dans ce projet-là. Suite à ça, moi, dans le fond, j'ai commencé à faire des demandes, des demandes de subventions pour la recherche. Dans le milieu des arts, tu sais, j'imagine que certains d'entre vous doivent quand même connaître ça un petit peu. C'est quand même ardu. Tu sais, il y a comme peu d'offres pour la demande. Donc, tu sais, il faut vraiment que ton dossier soit béton. Moi, dans le fond, la première demande que j'ai faite de subvention pour la recherche n'a pas été retenue. Donc, j'ai retravaillé mon projet, mon dossier, puis je l'ai représenté. Puis, la deuxième demande a été positive. Donc, dans le fond, pour la période de recherche, on est soutenu par l'organisme Spira, qui est un organisme basé à Québec qui, chaque année, soutient 3 projets. Donc, tout dépendamment, ça peut être autant pour la période de recherche, la période d'écriture, la période de production, de post-production, peu importe. Mais nous, dans le fond, ils ont accepté de nous soutenir pour la période de recherche. Donc, voilà. Après tout ça, vous devez vous demander qui est Adonia et pourquoi on s'intéresse à elle. Donc, Adonia, ma grand-maman, est née en 1904 en Estrie, puis elle est décédée en 1949 à Saint-Jean-de-Dieu. Elle avait été formée pour être enseignante. Ça, c'est une information que j'ai trouvée dans les écrits de ma tante. J'en avais aucune idée avant ça. Elle s'est mariée en 1925 à mon grand-père Adonien. Et ils ont eu 3 enfants. Ma tante Monique l'aînée, mon père le deuxième Alexandre et ma tante Gertrude la cadette. Les problèmes de santé mentale, je ne sais pas vraiment à quelle année ils sont apparus, mais je crois que tranquillement, il y avait des choses qui se détectaient parmi la famille. J'ai des tantes qui la trouvaient bizarre. En tout cas, certaines informations, tu sais, qui filtraient comme ça, mais il n'y avait pas eu, je crois, d'éléments vraiment déclencheurs pour qu'elle soit internée dans les toutes jeunes années. Je crois que ce serait dans les années 40 qu'elle aurait eu probablement une crise et que là, on aurait fait appel à Saint-Jean-de-Dieu pour l'interner. Suite à son internement, Adrien, son mari, a fait une grave dépression et a lui-même été interné à Saint-Jean-de-Dieu pendant 20 ans. Il en est sorti en 1900, dans les années 60, au début des années 60. On a avisé la famille qu'il était en quelque sorte guéri, qu'il n'était pas dangereux pour quiconque, ni pour lui-même. Mais je pense que je soupçonne que c'était la période de désinstitutionnalisation qui commençait, donc on a commencé à vider un peu. Donc, Monique a été celle qui a été le plus affectée par l'histoire de sa mère. Elle-même a eu différentes problématiques de santé mentale. Elle a même subi des électrochocs, mais elle n'a pas été internée. En tout cas, du moins, je ne le crois pas. Elle a aussi souffert du syndrome de Diogène, ce qui fait que
quand elle est décédée, l'accès à ses archives qu'elle tenait depuis des années, elle faisait de la généalogie depuis des années, ça a été très difficile d'y avoir accès parce que c'était dans un fouillis d'objets et de toutes sortes d'affaires dans sa maison. Donc, on a sûrement perdu beaucoup de choses. Donc, les raisons qui me portent à croire qu'il y a des informations intéressantes dans le dossier de ma grand-mère, c'est que Monique, l'aînée, allait souvent la visiter à l'hôpital. Ma grand-mère n'a pas été internée, puis on l'a laissée là. On prenait de ses nouvelles. Ma tante, je ne sais pas à l'époque, elle prenait les petits chars ou je ne sais pas, elle partait de l'Estrie, puis elle s'en allait à la Longue Pointe voir sa mère régulièrement. C'est encore une information que ma mère m'a transmise. Puis sûrement qu'elle lui écrivait, parce qu'elle ne devait pas pouvoir aller à Montréal régulièrement, fait sûrement qu'elle lui écrivait. Puis est-ce qu'Adonia lui écrivait en retour? Je ne sais pas. J'ose espérer que oui, puis j'ose espérer que ça existe encore, ces documents-là. Donc, ma grand-mère est décédée en 1949 de pleurésie. Elle a été enterrée à Saint-Jean-de-Dieu. J'ai découvert qu'il y avait un cimetière sur le terrain de l'hôpital. Elle est décédée en 1949 et en 1955, ses enfants ont demandé une autorisation à la Cour supérieure et aux autorités religieuses de faire exhumer son corps pour le rapatrier sur le terrain familial au cimetière. Donc, j'ai retrouvé ces documents-là tout récemment. Je suis encore en attente du document, la demande d'autorisation à la Cour supérieure. J'ai fait des démarches, j'attends ce document-là. Donc, cette femme-là, même si on ne l'a pas connue, même si elle avait plus de voix, elle nous a quand même laissé un legs, mais c'est celui du silence. Puis, pour les enfants, ses propres enfants, ça a été un sujet honteux, mais ça s'est même transmis jusqu'à ma génération, à moi. Et c'est un sujet qui a été très lourd à porter et à transmettre, si bien que j'ai attendu que mes enfants soient en âge adulte pour leur en parler. Puis, tu sais, nous, en fait, c'est vraiment ce fameux legs du silence qui nous intéresse à travers le projet. Tu sais, le but du projet, en fait, c'est d'une part de déstigmatiser, de briser les tabous, puis de se débarrasser de ce silence-là, mais c'est aussi pour réécrire une histoire familiale qui est un petit peu plus inclusive. Tu sais, ça peut laisser sous-entendre que c'est un projet très personnel, ce l'est, mais tu sais, en fait, c'est notre histoire, c'est aussi l'histoire de plusieurs autres familles, en fait, qui ont vécu avec ce type de trauma-là qui se lègue de génération en génération. Tu sais, là, je vais vous expliquer grosso modo où est-ce qu'on s'enligne niveau plus créatif. Tu sais, dans le fond, bien évidemment, nous, on veut explorer les grands thèmes de la folie, du silence, de la honte, de la peur, puis du legs de ces fameux tabous. En gros, avec le projet, ce qu'on souhaite comprendre, en fait, c'est comment ça se passait dans la tête d'une femme qui est internée dans un institut psychiatrique dans les années 40 pour être capable de faire revivre cette femme-là d'une nouvelle façon. Donc, idéalement, si on est capable d'avoir accès à certaines bribes d'informations de la DONIA, ce serait vraiment l'idéal parce qu'on pourrait être vraiment très proche du sujet qu'on veut développer. Mais sinon, tu sais, je veux dire, l'idée plus globale de l'internement, la réalité des femmes des années 40 peut aussi nous permettre de recréer un peu le personnage qu'on croit être Adonia.
On souhaite vraiment créer un film sensible qui va venir donner accès à l'intériorité d'un personnage à travers ses pensées, ses sensations, ses peurs, ses moments d'euphorie, sa colère et aussi tous les autres états d'âme qui peuvent teinter une personne prisonnière de sa tête et des murs d'une institution. On souhaite tu sais, là, c'est beaucoup dans la sensation, dans le ressenti, tout ça. Donc, on a comme décidé d'opter pour un film qui va être un petit peu plus expérimental et poétique pour avoir une plus grande liberté de création, dans le fond. Puis pour pouvoir parler en fait de l'idée de la transmission, on souhaite raconter l'histoire d'Adonia, mais du point de vue de son enfant Monique. Monique qui est justement la personne qui a le plus souffert, qui a vu sa mère, qui était la plus âgée, donc qui a vu le plus longtemps sa mère souffrir. Donc en gros, l'histoire le raconterait, ce serait l'histoire d'Adonia qui serait racontée à travers l'enfant qui la regarde, mais aussi l'enfant qui ressent comme sa mère. À travers un effet miroir, en fait, on viendrait amener l'idée que l'enfant revit les mêmes états d'âme que sa mère. Donc, en gros, ce serait pas mal ça. On est rendu là dans notre processus créatif. Après ça, tu sais, justement, comme ça a été dit, on va avoir besoin d'informations pour pouvoir là, se créer une base un petit peu plus solide sur certains éléments qui ont pu avoir lieu là, dans la vie d'Adonia pour pouvoir créer davantage. Donc, je vais laisser ma mère continuer sur une autre avenue plus créative qu'on souhaite explorer. Donc, dans le fond, c'est ça la volonté de faire ce film-là, puis de nous laisser la place à une plus grande liberté de création, ben, ça nous amenait au genre de film expérimental poétique. Donc, la façon dont Charlotte l'a perçu, c'est que en me voyant faire du cyanotype, elle s'est dit que ça pourrait être intéressant d'intégrer le cyanotype dans le film. Donc, je vous explique un peu ce que c'est. Le cyanotype, c'est l'étymologie grecque du mot cyanotype, c'est empreinte bleue. C'est un ancien procédé photographique qui a été découvert en 1842 en Angleterre par John Herschel. Il s'est rendu compte dans ses recherches, c'est un chimiste et un physicien, il s'est rendu compte que les sels de fer avaient des propriétés photosensibles. Puis, le processus est simple, on mélange deux composés chimiques, le ferricyanure de potassium et le citrate d'ammonium ferrique. On les mélange, on enduit un support, que ce soit du papier, du tissu, peu importe le support, on l'enduit avec ce mélange de chimie et on dépose des objets ou des négatifs sur le support et on expose à la lumière UV. Ça peut être une lumière naturelle ou artificielle, ça peut être carrément la lumière du soleil. Puis une fois que c'est exposé, on rince à l'eau claire. Donc le résultat donne une empreinte en négatif, monochrome, et les chimies mélangées, exposées et rincées à l'eau claire se développent en un bleu profond, un bleu de Prusse. Donc, le bleu, c'est une couleur qui a beaucoup de symbolisme. Ça fait référence au rêve, à l'onirisme. Ça peut aussi symboliser le deuil, les fantômes du passé. Et dans notre cas, à nous, on trouvait que c'était approprié. Puis, dans le fond, une autre idée qu'on a eue, qu'on va pouvoir explorer avec différents tests, c'était de créer une animation avec ces cyanotypes-là, dans le fond, pour pouvoir faire apparaître et disparaître des éléments photographiques, puis pour pouvoir faire parler les photos en quelque sorte. Donc, c'est des tests qu'on veut explorer cet été. Il y a plusieurs autres tests qu'on souhaite explorer parce que tous les deux, on est vraiment très
comment je peux dire ça? On aime vraiment beaucoup les arts visuels à proprement parler, puis on souhaite vraiment intégrer ça d'une certaine façon dans le film au travers d'une narration plus poétique, à travers des images qui vont être faites, qui vont être basées sur des reconstitutions qu'on va faire. Donc voilà, ça va être pas mal un film qui va respirer un peu à l'image de cette femme-là, mais à travers les yeux de son enfant. C'est là où on en est pour le moment. Donc ça va prendre peut-être une autre tournure éventuellement, mais pour le moment, on se dirige vers quelque chose de ce genre-là. Donc, en gros, c'est pas mal ça. On en est pas mal là. Donc, c'est ce qui met fin un peu à notre présentation de projet. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires ou. On a tout plein. Alors là, vous avez les mains là, qui clapotent pour vous féliciter. Alors, merci pour cette belle présentation. Vous avez piqué notre curiosité. Moi, j'en avais déjà entendu parler du projet, mais j'en ai appris encore plus aujourd'hui. J'ai plein de questions, mais je ne veux pas accaparer le micro, si je puis dire. Alors, les gens qui veulent intervenir, là, faites ouvrez votre micro ou agitez votre main virtuelle pour que vous puissiez échanger avec nos deux artistes. Mais juste pour commencer, là, c'est qui la personne avec qui vous avez communiqué aux archives, là? J'imagine que toutes les deux, c'est la même personne, était super gentille, super généreuse, mais est-ce que vous vous souvenez, c'est qui cette personne-là? Hey, Euh, je l'avais Ça noté. fait quand même quelques années, je dirais, donc j'ai pas conservé l'information. Peut-être que si j'entendais un nom, ça me reviendrait, mais non, comme ça, je ne l'ai pas. Je me souviens que c'était peut-être Claire ou il me semble que ça commençait par un C, son nom. Euh, je lis quelque part son nom, là, en fait, mais puis il me semble que quand je l'avais dit à ma mère, c'était le même nom. Peut-être que je me trompe, là, mais c'est ça. Ou Daniel, ça se peut-tu, Daniel? Bon, C'était pas Jeannette. C'était pas Jeannette. Non, Non. non, ça me dit OK. rien, Jeannette. Alors, c'est la personne qui l'a remplacée, peut-être. Ok. Mais on aura peut-être plus de facilité à trouver ce nom-là avec Madame Bolduc là, que nous allons rencontrer. Alors, Hubert, est-ce que tu veux poser ta question? Oups, on n'entend pas. le micro. Ah, Est-ce que la question est dans le chat? non, il dit qu'il va ajuster son micro. Bon, ça s'en vient. Émilie, on t'avait perdu, puis t'es revenue. Oui, je sais pas ce qui est arrivé, tout a gelé, puis j'ai été éjectée du Zoom, mais je suis C'est de pas retour. moi. Jamais, j'aurais fait ça. Euh, Sinon, est-ce que tu as une question ou un commentaire en attendant Hubert, Émilie? Oui, mais merci beaucoup pour votre présentation, c'est fascinant. Je me demandais, est-ce que vous documentez votre travail de recherche pendant que vous travaillez dans les archives, tout le travail que vous faites, les contacts, est-ce que vous allez intégrer ça à votre film par la suite ou peut-être que vous le faites juste pour... C'est une bonne question. En fait, on y en a pensé. On va le documenter, mais on va pas mettre ça trop de l'avant, en fait, parce que moi, personnellement, tu sais, oui, c'est intéressant, la période de recherche, mais c'est pas ma recherche qui est intéressante plus que le résultat, à mon sens, à moi, dans le cadre du film. Mais dans le fond, on a eu aussi l'idée de faire des séances, en fait, de rencontres avec d'autres femmes de notre famille, donc, qui ont, elles aussi, dû apprendre à vivre avec
ce tabou héréditaire-là, dans le fond, là, ce silence et tout. Donc, on s'est dit que ça pourrait être intéressant, en fait, de faire des séances de rencontres avec ces femmes-là pour apprendre à avoir leur point de vue aussi à travers tout ça pour comprendre au plus profond de nous toutes qu'est-ce qui nous a le plus marqué, consciemment ou inconsciemment, d'avoir cette femme-là au-dessus de nous qui a l'air si grande, si mythique, mais qui en même temps s'est fait couper les jambes vraiment, vraiment rapidement. Donc, il y a ça. Fait que oui, ça, j'avais la volonté, en fait, là, d'amener ma caméra, filmer tout ça. On avait la volonté aussi de peut-être aller rencontrer la dernière enfant qui reste d'Adonia, qui est Gertrude, la plus jeune, pour essayer de discuter avec elle. Ça risque d'être peut-être difficile, donc on va essayer d'explorer cette avenue-là, mais tu sais, cette femme-là a elle aussi été assez marquée par ça, puis ses enfants sont ultra protecteurs envers elle. Fait que ça va être un long avenue à explorer, mais oui, ça aussi, tu sais, soit que ça va être filmé ou soit que ça va être des enregistrements vocaux pour pouvoir réutiliser ou non dans le cadre du projet. Peut-être que ça va être un autre projet complètement aussi, là, mais tu sais, je souhaite quand même documenter pour pas passer à côté de ça, là, cette documentation-là. Est-ce que mon micro fonctionne? Oui, c'est bon. Ben, d'abord, merci pour la présentation. Je trouve que c'est un projet vraiment intéressant. Le sujet, je le trouve très intéressant. Puis l'angle que vous prenez à travers les yeux de sa fille, je trouve ça particulier. Puis je trouve ça. Donc, j'ai hâte de voir le résultat, même si je sais qu'il faut parfois être patient avec ces projets-là. Mais oui, donc, c'est ça, voir les troubles de santé mentale à travers les yeux d'un proche, l'hospitalisation à travers les yeux d'un proche. Le sujet des proches, je trouve ça fascinant. Puis, je me demandais justement, donc je comprends que les deux parents ont été à un moment institutionnalisés. Et puis, vous avez parlé un peu de ce qui arrivait avec les enfants, mais je me demandais si vous aviez plus d'informations. Est-ce que c'est les membres de la famille proche, plus ou moins proche, qui prennent en charge? Est-ce qu'ils se ramassent en fait, qu'est-ce qui arrive avec les enfants une fois que les deux parents sont institutionnalisés? Alors, les enfants ont été pris en charge par les tantes de mon père. Ils vivaient à la campagne, sur une terre. Mon grand-père était cultivateur. Puis, les familles vivaient de façon rapprochée dans ce temps-là. Alors, la maison d'à côté, c'était les sœurs de mon grand-père qui étaient toutes célibataires et qui vivaient avec leurs parents. Donc, quand les problèmes de santé mentale sont apparus et qu'on a dû interner Adonia, les enfants ont obtenu de l'aide de la famille qui était à proximité et encore plus quand le père a été interné, ben là, ils ont été complètement pris en charge par les tantes. Donc, moi, j'ai pas connu ma grand-mère, mais j'ai eu 5 grands-mères de remplacement. Parce que ces tantes-là, elles vivaient toutes ensemble jusqu'à leur mort. Et à tous les dimanches, mon père nous amenait à la campagne, on allait les visiter. Et quand mon grand-père est sorti de l'hôpital dans les années 60, il est allé vivre avec elle. Donc, j'avais plusieurs aînés qui remplaçaient ma grand-mère et j'ai été gâtée quand même de ce côté-là, en amour. Merci Hubert pour ta question. Alors Hubert fait son doctorat, puis sa recherche porte sur les proches justement de la famille. Alors l'intérêt, le croisement est vraiment intéressant. Je me demandais, Louise-Marie, est-ce que on est capable de faire un lien entre les grossesses d'Adonia et le lien avec l'hospitalisation? Est-ce qu'elle aurait eu une dépression postpartum ou est-ce que, je ne sais pas, lors de l'accouchement du troisième enfant, c'est autour de cette période-là qu'on a commencé à la trouver bizarre ou que son comportement est inquiétant pour les jeunes enfants?
J'en ai aucune idée. J'y ai pensé moi-même, j'en avais même parlé à Charlotte, mais j'ai pas les informations là-dessus. La seule information, les seules dates qui me laissent croire qu'elle est entrée dans les années 40, c'est que ma tante Monique a commencé à écrire des souvenirs. J'ai 1 page et demie de souvenirs, c'est tout, 1 page et demie. Bon, là, elle parle de ses parents, la dernière fois qu'elle a vu ses parents ensemble, et que sa mère disait à son père qu'il y avait maintenant une grande fille qui avait 14 ans. Donc, les parents étaient ensemble et la plus vieille avait 14 ans. Elle est née en 1927. Donc, si je fais le calcul, ça donne à peu près 1940-1941. Mais jusqu'à ce moment-là, il n'est pas question de problème dans ses écrits. Là. Jamais elle aurait mis ça de l'avant là, parce que pour elle, je pense qu'il y a eu vraiment une difficulté d'accepter les problèmes de santé mentale de sa mère, tellement qu'elle a fabulé vers la fin de sa vie. Elle mélangeait sa mère avec Grace Kelly, en tout cas. Donc, jamais elle aurait écrit sur les problèmes de santé mentale de sa mère. Ça m'aurait bien étonné. Mais tout ça pour dire que j'ai pu faire un petit recroisement de dates avec ce qu'elle a écrit. Mais pour ce qui est de dépression postpartum, je n'ai pas l'information. La plus jeune est née en 1930. Si Adonia est entrée à l'hôpital en 40, elle avait 10 ans. Peut-être qu'elle aurait pu développer des problèmes à ce moment-là, mais malheureusement, je ne sais pas. Quand elle est internée, finalement, ça ne veut pas dire que les problèmes étaient nécessairement très récents non plus. Là. Non. Si on se projette un petit peu, c'est parce que ça faisait longtemps qu'elle soulevait des questionnements, qu'elle inquiétait. Alors, il faut imaginer ça. Moi, je suis vraiment là, impressionnée par votre démarche d'aller chercher l'information pour reconstituer cette histoire d'Adonia à travers les yeux d'une enfant, alors à travers les yeux de Monique. Je trouve que c'est un détail quand même important qui vient changer un petit peu la trame de l'histoire. Alors, racontez-moi donc comment ça se fait que nous, les historiens, on bute dans les archives, puis on veut exactement avoir les faits précis, alors que vous, comme artiste, vous avez cette liberté d'ajouter de l'information, de maquiller la réalité, de raconter une histoire qui peut être très proche de celle qu'a vécu Adonia et Monique. Et comment se fait-il que cette possibilité, finalement, ne vous suffit pas? Ça vous prend le plus de faits possible. Dans votre démarche créatrice, dans votre écriture, comment ça se vit, ça, cette quête d'information? Ben, en fait, c'est qu'on a tellement une volonté profonde de donner un nouveau souffle à cette femme-là qu'on a l'impression qu'on serait un peu imposteur que d'inventer sa vie. Fait que j'ai l'impression, en fait, que, tu sais, d'avoir accès à ces informations-là pour après ça trier, ferait en sorte que ce serait comme tu sais, en fait, nous, on voit ça aussi comme un peu un hommage qu'on peut lui faire à cette femme-là. Puis j'ai l'impression que de, tu sais, maquiller cette réalité-là, ce serait comme pas... ce serait comme pas un vrai hommage, en fait. Tu sais, ce serait pas... Puis j'ai l'impression aussi, ben, tu sais, en fait, tu sais, ça fait longtemps que j'écris, ça fait longtemps que je crée, puis en fait, moi, la plupart de mes idées me viennent basées sur des faits réels, tu sais. C'est en ayant du matériel réel que moi, je peux après ça choisir qu'est-ce que j'aime moins, qu'est-ce qui est le visuellement, puis, tu sais, narrativement le plus intéressant, puis, tu sais, je peux m'accrocher à un petit détail vraiment minime pour créer quelque chose, tu sais. Fait que d'avoir accès à ces choses-là, selon moi, ce serait la façon la plus proche pour pouvoir recréer qui était cette femme-là. Tu sais, je peux vous donner un exemple, par exemple. Tu sais, j'ai déjà des images en tête de comment le film peut
débuter. Puis en fait, c'est basé sur un écrit de Monique, justement, qu'elle racontait quand elle était plus jeune. C'est une demi-page. Elle racontait en fait que sa mère lui donnait une leçon de balayologie. Donc, c'est une façon que la mère avait inventée pour tourner le fait de faire du ménage en amusement pour un enfant. Donc, un cours de balayologie. Puis j'ai tellement trouvé ça beau, j'ai tellement trouvé ça touchant que je me suis dit, mais j'en veux plus, tu sais, parce que moi, déjà, juste ça, je peux créer quelque chose. Mais j'en veux plus, tu sais, je veux rester fidèle à qui était cette femme-là. Qu'est-ce que ma famille, mes ancêtres ont pu vivre aussi. Fait que j'ai l'impression que si je m'en vais m'inspirer d'une histoire de quelqu'un d'autre, ce serait pas la bonne histoire. Mais c'est sûr que si je me frappe à un mur puis que ces archives-là n'existent plus, ben, il faut trouver une façon de la réinventer, puis là, je vais accepter. Mais, tu sais, je vais pousser jusqu'au bout pour essayer d'avoir accès à ces archives-là parce que, tu sais, d'une part, oui, c'est pour créer, mais d'une autre part, c'est aussi pour nous, tu sais, ça va être quelque chose de très important pour nous, pour notre famille, mais aussi pour les générations futures, tu sais, d'avoir accès à ces informations-là, puis pouvoir briser ce silence-là, en fait, tu sais, pouvoir le dire, tu sais, si les gens posent des questions, on va pouvoir leur dire, tu sais, on sera plus buté à ce silence-là, puis cette incompréhension-là qu'on a depuis toujours, tu sais. Puis c'est aussi de briser le tabou, briser le silence qui a lié 3 enfants. Les 3 enfants d'Adonia ont été emmurés dans leur silence. Ils n'ont pas été capables d'exprimer ce qu'ils ont vécu. Alors, pour nous, ce serait une façon touchante de pouvoir avoir dans les mains des choses qu'elle aurait écrites, puis de pouvoir transmettre à nos enfants, puis de pouvoir transmettre aussi à quiconque s'intéresse aux problèmes de santé mentale, ben, un fait divers, mais qui arrive souvent, puis qui est arrivé passablement souvent dans les années de Saint-Jean-de-Dieu. Oui, oui, vraiment. Mais moi, j'en ai lu des lettres, j'en ai tenu dans mes mains, puis je croise les doigts de mains et d'orteils pour que vous puissiez trouver des lettres qui pourraient révéler à Donia. On ne sait pas si ça va être possible. Si c'est pas possible, est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce que cette histoire de famille qui ressemble à d'autres histoires de famille, est-ce que le plan B pourrait être de rencontrer des enfants ou des petits-enfants qui ont peut-être vécu à peu près la même expérience, puis qui pourraient partager leur vécu? Est-ce que ça serait un moyen pour vous nourrir par rapport à l'histoire que vous voulez raconter? Ou là, non, on se déplace vraiment trop loin du but de révéler finalement cette histoire familiale? Ben, je pense que ça peut être une avenue, là. Je pense que, tu sais, si jamais on n'a pas accès à ces choses-là, ben, tu sais, on va explorer les avenues possibles. Autant, tu sais, d'aller voir auprès de gens qui ont vécu la même chose pour recueillir leurs témoignages pour pouvoir recréer quelque chose ou de prendre un autre angle puis de se baser sur, tu sais, les ressentis, tu sais, de ma mère, de moi, mais de mes cousines et de mes tantes et tout ça pour recréer quelque chose aussi. Donc, à voir, mais c'est sûr que, tu sais, si on se bute contre un manque d'informations, qu'il n'y a rien, ben, il y a plusieurs avenues qui vont pouvoir être explorées, puis on va pouvoir explorer ça, justement, là. Mais, tu sais, on dirait que jusqu'à ce que j'ai la confirmation noir sur blanc de quelqu'un qui me dit non, il n'y a rien qui existe, j'y crois, tu sais. Je vais vraiment comme faire tout en mon possible pour pouvoir essayer d'avoir accès à ces choses-là s'ils existent, là. Alors, vous êtes persévérante, alors c'est vraiment passionnant. Je suis un peu curieuse de voir cette idée du bleu qui va teinter votre court-métrage.
Qu'est-ce que vous avez comme image dans votre tête? Comment la couleur bleue et le procédé va donner un élan à cette histoire-là, puis la rendre probablement plus poétique comme vous le souhaitez? Ben, comme on discutait, Charlotte et moi, ben, le bleu, étant donné qu'il fait référence aux rêves et tout ça, on s'approche du monde de l'enfance, donc peut-être que quand on est dans les yeux de Monique, à travers les yeux de Monique, on pourrait voir les choses en bleu et avec des fonds de cyanotype qui pourraient être intégrés. Puis, quand on est au travers des yeux d'Adonia, peut-être que ça pourrait être du noir et blanc ou je ne sais pas. Il faut explorer davantage, mais je pense que le cyanotype pourrait juste s'intégrer soit avec des photographies d'époque, les 4 photographies que j'ai, je pourrais les travailler euh, de façon à ce qu'elles apparaissent soit abstraitement ou parcellairement dans un arrière-plan. Cet été, j'ai une semaine de création qui est prévue à la campagne exclusivement pour ça. Puis aussi, tu sais, un avenue qu'on avait discuté, c'est que, tu sais, oui, les cyanotypes, c'est majoritairement du bleu plus foncé, mais il y a possibilité aussi de jouer avec la transparence, puis de faire des impressions qui vont être un bleu plus profond, d'autres moins profonds, tout dépendamment du temps d'exposition. Puis on s'est dit que ça pourrait être intéressant aussi de jouer avec les différentes teintes de bleu, tu sais, autant un bleu qui va tirer quasiment plus sur le noir, qui va faire référence à des lourdeurs, puis après ça, plus on se dirige vers le blanc, ben on s'approche un petit peu plus de la libération, en fait, de la libération d'Adonia, puis de la vérité, puis de son histoire, tu sais, pour pouvoir la laisser comme partir, là, genre peut-être dans quelque chose qui laisse sous-entendre, mais bref, fait que c'est ça, fait que tu sais, je pense qu'il y a plusieurs avenues à explorer avec ça, mais tu sais, la couleur bleue, c'est sûr que c'est quelque chose qui va teinter au niveau de la direction artistique là, tout au long du projet. Tu sais, à voir, ça va être quoi son degré d'implication dans le projet. Est-ce que c'est vraiment comme on assume, puis on est dans le bleu intense partout, puis c'est dans l'exagération, dans la folie, puis dans l'obsession, ou on est dans quelque chose avec plus de parcimonie, tu sais, c'est plein de choses à explorer qui vont vraiment venir teinter là, visuellement le récit, puis ouais. J'entends que votre motivation, c'est d'ouvrir les portes de Saint-Jean-de-Dieu pour laisser sortir Adonia puis la voir sous un nouvel œil. C'est super beau. Je serais curieuse, Émilie, d'entendre ta petite analyse sur cette utilisation artistique, là, puis le bleu, là. Alors, toi qui t'y connais davantage que Oui, moi, là, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends, toi? moi je trouve ça super intéressant de choisir une teinte puis que le choix de cette teinte ait une valeur esthétique mais aussi narrative. Puis présentement, je travaille sur la série Sharp Objects. Je ne sais pas si vous l'avez vu de Jean-Marc Vallée. Puis le bleu est beaucoup utilisé pour montrer l'état dépressif, puis d'alterner entre les différentes temporalités où justement on ne sait pas qu'est-ce qui est le passé, qu'est-ce qui est le présent ou qu'est-ce qui est peut-être le futur ou qu'est-ce qui est un rêve, qu'est-ce qui est la réalité. Puis, donc oui, l'univers du rêve, moi, je trouve ça fascinant, puis de le recréer avec le bleu. Puis, tu parlais, Charlotte, de transparence aussi. Je trouve que les reflets, tout ce qu'on peut faire pour nous mettre d'un point de vue différent que celui du personnage de l'histoire qu'on raconte, je trouve ça super intéressant. Ben, c'était plus un commentaire d'appréciation qu'une question, mais oui, je trouve ça très intéressant. J'ai hâte de voir aussi votre film, puis je me demandais, j'ai peut-être une petite question, est-ce que vous le voyez plus, parce que là, j'écoutais votre procédé en animation, ou vous voudriez, parce que j'ai noté aussi que vous vouliez faire des reconstitutions, mais est-ce que vous voyez des actrices ou... Ben, en fait, ce qu'on s'était dit, c'était que on aimerait avoir des actrices, mais pas nécessairement voir leur visage.
sauf peut-être le visage d'Adonia, mais l'enfant, on verrait jamais son visage, en fait. On serait tout le temps de dos avec un enfant. Peut-être qu'Adonia, on verrait son visage, mais ce serait le seul personnage qu'on verrait son visage. Fait qu'on serait tout le temps dans le... euh, dans comment qu'on dit ça? Ben, dans le questionnement de à qui on fait face, tu sais. Fait que oui, il y aurait, tu sais, c'est ça, c'est, comme je dis, c'est ça, on explore bien des trucs, puis après ça va finir en entonnoir, puis on va faire le choix. Mais tu sais, de passer à des reconstitutions, à une animation qui va se transformer avec les couleurs et tout ça, puis que l'on se redirige vers un autre un autre élément plus fictif. Tu sais, c'est des avenues qu'on explore, mais c'est ça. Où est-ce qu'on en était rendu dans notre processus, c'était de se dire que on veut pas nécessairement comme associer un visage à Adonia, on veut vraiment que ce soit comme une personne un peu fantomatique qu'on voit sans vraiment voir. Puis ce serait ça, là. Mais oui, c'est sûr qu'il y aurait fort probablement des acteurs, actrices pour pouvoir incarner ce personnage mythique. Puis d'ailleurs, moi, j'ai une question pour toi, Émilie. Parce que quand tu avais fait ta présentation, je me souviens que tu avais mentionné, tu sais, des projets dans lesquels, justement, des films dans lesquels, justement, on avait vraiment le point de vue de la personne malade. Je m'en étais je m'en étais pris en note certains. Je sais pas si tu as t'as d'autres propositions de films, tu sais, qui vont peut-être plus être sur le rêve, plus sur l'expérimental, limite, qui explorent un peu cette avenue-là pour qu'on puisse Oui, sans nécessairement s'inspirer, mais tu sais, d'avoir comme des exemples, en fait, de ce qui a déjà été fait, là. il y a le film qui me vient en tête, ça s'appelle Horse Girl, qui est sur Netflix, c'est avec Alison Brie. Puis en plus, c'est vraiment intéressant parce que pour écrire le scénario, elle a discuté avec sa mère, puis s'est inspirée de sa grand-mère OK. qui souffrait de dépression psychotique. En fait, dans le film, sa grand-mère souffrait de dépression. Dans le film, elle mentionne la dépression psychotique, puis elle le fait par l'esthétique. Et la couleur qui est utilisée, c'est le rouge dans le cas de ce film. Et c'est très, très, très particulier parce on nous met vraiment du point de vue de la protagoniste qui est en dépression, mais elle ne le sait pas. Et nous, spectateurs, spectatrices, on ne le sait pas jusqu'à un certain moment du film où ça se met un petit peu à déraper et on ne comprend pas ce qui se passe. Mais je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas trop vous en dire parce que c'est vraiment un film qui est une expérience à vivre, là. C'est un petit peu, on est un peu en décalage après, puis on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de regarder? Mais ce serait vraiment la référence qui me vient en tête. Sinon, la série Sharp Objects pour l'utilisation du bleu, mais je crois que vous l'avez vu. C'est pas mal les deux qui me viennent en tête, mais tu pourrais m'écrire un petit courriel, puis je préfère, parce que j'ai une grosse filmographie, je pourrais regarder là, s'il n'y aurait pas d'autres titres qui pourraient être intéressants pour Ben oui, absolument. Ouais. Non, Merci pour la référence. faire plaisir. Comment ça fonctionne la suite? Alors, cet été, il y a une semaine de création, il y a de la recherche. Puis, quand est-ce que vous pensez avoir votre scène à scène, votre scénario, puis de peut-être aller vers une autre subvention pour passer à l'étape de la production? Comment ça fonctionne dans votre domaine? Ben, tu sais, moi, dans le fond, pour ce qui est des subventions, bon, il y a comme recherche-création qui existe, puis il y a création, production, post-production, toute la patente. Fait que, tu sais, mettons, la période de recherche, puis d'écriture, puis c'est comme ça s'emboîte comme pas, ce que je trouve vraiment dommage parce que dans ma tête, l'un vient avec l'autre, tu sais. Fait que là, dans le fond, ce qu'on s'est dit, c'est que pour les prochains mois, on va vraiment se consacrer uniquement à la recherche parce que ça va être une longue période, parce qu'on veut recueillir le plus d'informations possible, puis on veut se laisser vraiment le temps de pouvoir respirer, réfléchir, développer. Parce que moi, je suis vraiment contre on fait des trucs trop rapidement, je trouve ça comme aliénant un peu, puis j'ai comme pas envie de m'embarquer là-dedans. Fait que c'est ça, on s'est dit vraiment qu'on se donne l'été pour ça. Moi, pendant ce temps-là, je commence à rédiger des demandes de subvention pour la production, dans le fond, l'écriture-production. Et puis, dans le fond, moi, fin
fin de l'été, le début de l'automne, c'est ma période d'écriture. Fait que dans le fond, je vais commencer à écrire le scène, le scénario, tout ça, pour après ça pouvoir déposer en production. Donc, ouais. Puis, tu sais, pour ce qui est de la production, ben, tu sais, j'ai une volonté. Tu sais, en fait, moi, où est-ce que j'imagine ce film-là? C'est vraiment à Saint-Césaire, qui est Saint-Césaire et Saint-Paul d'Abbotsford, qui est les deux villages dans lesquels nos personnages, là, dans le fond, notre famille a grandi, a vécu. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, c'est là que ça se passe, là, tu sais, à la campagne, proche de la ville et tout ça. Fait que ce serait là, probablement, qu'on irait filmer. Donc, oui, c'est ça. Mais tu sais, je veux pas nécessairement me mettre un cadre puis me dire dans un an, je veux avoir filmé parce que, tu sais, il y a tellement de trucs en ce moment. Tu sais, je suis tellement dépendante de plein d'informations que je peux pas vraiment me mettre une espèce de barème comme ça parce que sinon, tu sais, je vais peut-être avancer trop vite contrairement à des informations qui vont arriver plus tard. Fait que bref. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, l'idée d'essayer d'approcher ma grande-tante, qui est un sujet un petit peu ardu, mais comme si on est capable d'avoir des informations en passant du temps avec elle, ben, tu sais, ça va se faire sur une longue période, là. Donc, c'est pas 2 rencontres avec elle, mais plutôt comme peut-être un 6 mois de téléphone, de visite, de trucs comme ça pour pouvoir essayer d'avoir des informations en s'intéressant à elle, puis en lui offrant de notre temps aussi, là. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Les prochains mois, moi, l'été, c'est vraiment la recherche. Puis, suite, tu sais, fin de l'été, ça va être plus, je me penche sur l'écriture pour par la suite entamer la production. J'ai eu je sais pas si Marie-Claude, si je peux rajouter, pendant que tu parlais, j'ai une autre idée de série qui pourrait peut-être vous inspirer. The Haunting of Hill House, je sais pas Ouais. si vous l'avez vu. C'est une série d'horreur, par contre, donc c'est pas tout le monde qui aime le genre, mais c'est intéressant parce qu'il utilise la métaphore de la maison hantée pour parler des troubles de santé mentale, puis il y a vraiment le côté famille et héréditaire dans la série aussi. Puis les fantômes, tout ça, ça pourrait vous inspirer. Ouais. Ouais, je l'avais vu, je pourrais le réécouter sous un autre œil. Ouais, non, c'est super cool. Ouais. Excellent, excellent. Ben, merci tout le monde pour votre présence, avoir partagé votre beau projet sur Adonia. Puis, on a hâte d'en entendre davantage. Alors, j'espère que on pourra garder contact, puis peut-être vous réinviter pour voir comment le projet évolue après votre été de création et de recherche. Ça serait intéressant de voir comment ça se développe vraiment dans la vraie vie, là, un court-métrage. J'ai pris plein de notes, là, Émilie, pour des idées pour notre série de courts-métrages, comme on a pensé, nous, à mettre une bicyclette, des oiseaux, mais peut-être la couleur aussi, ça donnerait du sens parce qu'on fait une série de courts-métrages sur 100 ans, puis peut-être qu'on pourrait partir d'une couleur, puis la couleur devient de plus en plus intensive. Je sais pas quand on avance dans le temps, mais en tout cas, il y a quelque chose avec la couleur, puis cette narration poétique qu'il va falloir penser, je pense, parce que c'est vraiment inspirant, puis ça donne un autre sens aussi à cette réalité quand on vit avec un proche qui a une maladie mentale ou la personne qui a la maladie mentale. Alors, merci beaucoup, Charlotte et Louise-Marie. Nous, on se revoit vendredi pour discuter avec une ancienne archiviste de Louis H. Lafontaine, l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal, qui va, j'espère, nous donner des pistes, des trucs pour qu'on puisse aller trouver là, le dossier d'Adonia. En tout cas, on vit avec l'espoir, puis ça va peut-être se réaliser, je l'espère. On verra. Sinon, on va trouver un plan B, un plan C, puis on va essayer de comprendre un peu la période dans laquelle a vécu Adonia. Merci beaucoup, tout le monde. Puis,
ça termine notre série de séminaires pour l'hiver 2023. Et si vous avez des idées, des propositions, n'hésitez pas à nous écrire à Alexandre ou à moi pour votre participation peut-être là au niveau des idées pour les prochaines thématiques là, qu'on pourra explorer l'an prochain. Là-dessus, ben, merci beaucoup. Bonne semaine, puis au plaisir de vous revoir bientôt. Merci. Merci à vous. Beaucoup. Bonne Au semaine. revoir. Bye, bonne semaine.